vous voyez mon visage. Mais en réalité, ce qui anime ce point, vous n'avez jamais vu. La motivation impulse, mais le plus important, c'est quand même la discipline. La discipline et la constance. Les gens qu'on côtoie ont une influence sur nous. La peur, c'est souvent ce qui allume le manque de confiance en soi. Si je meurs aujourd'hui, mon corps sera couché, on va dire il est parti. Qu'est-ce qui est parti? Aujourd'hui, le manque de confiance en soi, c'est le challenge universel. Je sais aujourd'hui que tout est énergie, tout est vibration, tout est frustration. Donc la vie te renvoie l'énergie dans laquelle tu es, la fréquence que tu es déjà en train de mettre. L'histoire que vous vous racontez, c'est celle que vous allez continuer à vivre. Si on change ce qu'on envoie aux gens, c'est qu'ils vont nous envoyer, ça va changer. Bienvenue sur la chaîne Naboufal officielle. Je suis Naboufal et vous êtes sur la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Et aujourd'hui, je vais vous demander, avant de continuer, de vous abonner et d'activer la petite cloche. Je suis avec un frère, un ami et surtout un collègue, un grand coach, transformateur et transformationnel, Docteur Serge Cocougnon. Bonjour Serge, comment vas-tu? Je vais super bien, à vous et toi? Oui, très bien. Je suis contente de t'avoir. On a essayé déjà une fois. C'est ça, c'est ça. Je pense que cette fois est la bonne. Les choses sont alignées. Le plan de Dieu est toujours le meilleur. Tout à fait. Je suis très contente de t'avoir, comme tu le sais. Moi également, je me sens privilégié d'être dans ce podcast de Naboufal. Mais moi, je me sens privilégié d'avoir, non, exactement, un docteur dedans. Docteur Serge Cocougnon. Tu n'es pas un petit quelqu'un. Alors, dis-moi Serge, qui es-tu? Es-tu docteur quoi? Et coach, docteur, explique-moi un petit peu qui tu es. Alors, je suis docteur en médecine et je suis psychiatre. Donc, le docteur, c'est pour ça. J'ai également fait une certification en coaching. Je suis conférencier et auteur d'une trentaine d'ouvrages qui portent sur le développement personnel. J'ai aussi fondé l'Académie des conférenciers d'inspiration, où je transmets ce que j'ai appris du domaine de la motivation à d'autres qui ont aussi envie de devenir des motivateurs, des conférenciers. Mais je n'ai pas fait l'académie, tu dois me former. Hein? Non, tant mieux, tu dois venir donner pour l'académie. Non. Moi, j'apprends tout le temps. Hein. Je t'ai pas raconté l'histoire où mes collègues coachs, à un moment, me chassaient de leur formation. Ok, alors, comment est-ce que tu as fait ce shift? J'essaie de comprendre le lien de docteur en médecine, de psychiatre, donc c'est quand même pas, c'est une grande profession, et arriver à l'accompagnement. C'est vrai que pour moi, c'est proche, parce que le médecin, quelque part, c'est un accompagnant aussi, le psychiatre encore plus. Il va dans le mental, dans le mental, mais plutôt la maladie, hein, ce qui est pathologie. Mais là, le coach, c'est celui qui accompagne dans le mindset. Alors, pourquoi et comment? Je ne comprends pas. Bon, d'abord, tous ces aspects, toutes ces fonctions, je les exerce encore aujourd'hui. Donc, je continue de consulter en tant que psychiatre, je continue d'accompagner, je continue de faire des formations, des conférences et autres. Tout a commencé à la fac de médecine. J'ai découvert le développement personnel alors que j'étais encore à la fac de médecine. Donc, cet intérêt pour le développement personnel m'a donné envie de partager ce que je découvrais avec les autres. Parce que je me suis dit, mais attends, ça c'est des choses importantes. Si tous les jeunes savent ça, ça va leur faire du bien. Donc, l'idée de départ était d'être un conférencier. D'accord. Donc, je regarde sur Internet, je vois des conférenciers, Les Brown, Jim Rohn, Tony Robbins, tous ces gars-là. Je dis, ben, j'ai envie de faire ça aussi, mais je ne sais pas comment on fait. Je ne sais pas où on le fait. Et j'ai un ami de la fac, docteur Balé, Stéphane, qui me dit, ce que tu dis que tu veux faire là, il y a un gars qui fait ça à Bidens. Ah bon? Et il m'oriente vers Kamara Djibril. Coucou Djibril, Djibril, ton nom est ici. Kamara Djibril, qui est aujourd'hui président de la GRH. GRH. Absolument. Et Djibril faisait déjà des conférences de motivation. Donc quand j'arrive dans l'univers de Djibril, et c'est même là-bas que j'ai connu mon ami Zedou, Marius. Donc, quand j'arrive dans l'univers, je dis, waouh, mais c'est ce que je cherchais. C'est ce que je cherchais, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et donc, j'apprends auprès de Djibril. J'apprends vraiment auprès de lui, je me rends utile, je viens avant tout le monde, je place les chaises, quand on connaît des conférences, je filme, je fais les montages. Tout cela, je le faisais vraiment avec passion. Et puis, à un moment, je lui dis, Djibril, ce que tu fais là, tu le fais aussi. Mais j'ai peur. Et Djibril me dit, tu sais, Serge, dans la vie, soit tu gagnes en te lançant, ou alors tu apprends.
Donc, vas-y. Et j'ose donc fixer la date de ma première conférence. Je réunis les gens, j'informe les gens au quartier, puisque j'habitais à Époubon, j'étais encore en famille. Bien sûr. Je mon père, j'ai négocié avec mon père pour qu'il m'autorise à faire la conférence au salon. Je fixe un thème du genre comment surmonter l'échec pour atteindre le succès, parce que cette année-là, le bac avait fracassé les jeunes de mon quartier, ils avaient lamentablement échoué. Et moi, qui avais déjà connu une expérience d'échec au bac, et l'année qui a suivi, je me suis brillamment illustré, je me dis, bon, j'ai des choses à leur dire. Je les ameute au maximum et qu'ils viennent à la conférence. La conférence est prévue pour 15h30. Là, vous, jusqu'à 16h, il y avait personne. Waouh! Jusqu'à 16h30, il y avait toujours personne. La conférence devait finir à 17h30. À 17h, mon petit frère qui est organisé avec moi vient me dire, Joe, il faut qu'on prenne une décision courageuse. Il me dit que c'est annulé, voilà. Parce que depuis, je ne demandais pas. J'étais dans mon costume noir, cravate rouge, mais comme aujourd'hui. Chaussettes rouges. Je sais. Ah, je dis, j'étais prêt. J'attendais. Mais finalement, quand je vais me changer, tout découragé, 17h30, il y a une jeune fille qui vient avec un cahier pour dire, c'est ici à conférence, non? Il y a. Pour pas dans mes nerfs. Alors, j'appelle Djibril, tout découragé. Je dis, ah, franchement, j'ai fait la chose, j'ai programmé, personne n'est venu. Il me dit, programme le mois prochain encore. Si personne ne vient, moi seul je vais venir. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai reprogrammé. Et Dieu merci, d'autres amis de la fac sont venus et lui également, il est venu. C'est comme ça qu'a démarré l'aventure avec les conférences. Donc, de conférence en conférence, tu découvres que, bon, les gens viennent, ils entendent des choses, c'est yes, c'est fort, c'est impacté, mais après, Tout à fait. ça redescend. Motivation, c'est short term. Ah, donc, il n'y a pas de transformation que tu veux voir sur le long terme. Et j'apprends qu'il y a la possibilité d'accompagner les gens. De les accompagner d'un point A à un point B sur une certaine période. Et c'est comme ça que j'entends parler du coaching. Je m'intéresse à la chose, je m'essaie à tâtons, tout en poursuivant mes études médicales. Donc, je m'essaie à tâtons comme ça, un temps, en passant, et puis je découvre la possibilité de faire une certification, chose que je fais avec le coach Jean-François Yoma, au plus je salue au passage. Coucou, coach Yoma, qui est mon collègue au CACMES. Voilà. Et donc, toutes ces casquettes-là ont évolué ensemble. J'ai fini mon doctorat, j'ai regardé, je dis, mais à la médecine, quelle est la chose que je peux vraiment faire, la spécialité qui correspond à ce que je suis en train de faire et qui me parle. Parce que quand moi j'ai eu le bac, je pensais à la base à faire psychologie. D'accord. Je pensais à faire psychologie, j'ai fait des livres de psychologie, j'ai envie de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'homme, pourquoi il fait ce qu'il fait. Et donc, mon frère aîné me dit, tu as gagné qu'un travail avec psychologie à Abidjan ici, ça m'a découragé. Et quand j'ai fini, On est à travailler dedans. alors que, justement, et quand j'ai fini, la chose qui est venue naturellement, c'est la psychiatrie, faire la psychiatrie. Parce que dans la psychiatrie, on s'occupe parfois et du préventif et du curatif. Donc, diagnostic, prévention, traitement, ça englobe un peu tous les aspects. Aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir fait cette spécialité et de continuer à la pratiquer parce que ça me permet de voir l'avant et l'après des personnes qui peuvent bien se porter aujourd'hui, à rencontrer des challenges, basculer dans autre chose et d'être à mesure d'aider le corps. En tout cas, en fait, c'est un métier merveilleux. Je salue tous les psychiatres parce que mon fils a fait une dépression et il a été très bien soigné ici à Abidjan par certains psychiatres. Et vraiment que je salue tous les psychiatres au passage parce que je salue aussi tous les psychiatres de l'amicale des psychiatres de Côte d'Ivoire dont je suis le président. Ah, non, moi, je suis là, grand quelqu'un. Félicitations. En tout cas, c'est une fierté d'écouter ce parcours. Hein. Ça nous fait plaisir. On a besoin d'entendre les parcours de nos contemporains, de nos frères, de nos amis. Et en tant que... Comment est-ce que tu arrives... Alors, tu finis, tu commences à pratiquer. Et à quel moment est-ce que tu décides de franchir le pas dans cette fonction d'accompagnateur, mais accompagner autrement. Cette nouvelle posture qui, je pense, est importante même pour un médecin ou un psychiatre. Alors, comme je l'ai dit, toutes ces positions, ces casquettes ont évolué ensemble.
mais les gens me connaissaient beaucoup plus à cause de la motivation, à cause du développement personnel, à cause des livres que j'avais commencé à écrire depuis que j'étais en fac. Donc, c'est ça qui était en avant. Et les autres aspects étaient plus en sourdine. Bien sûr. Voilà. Donc, passer d'une posture à l'autre, c'est-à-dire la posture du praticien de la médecine à la posture du coach, je dirais que c'est venu naturellement parce que je me suis intéressé au développement personnel, je me suis intéressé au coaching, j'ai suivi une formation et en suivant la formation, on apprend beaucoup de choses. Bien sûr. Quand tu te formes tout le temps, donc tu sais que, Je sors d'une formation ce week-end. voilà, donc d'une formation à l'autre, il y a des informations qui s'ajustent, il y a des perceptions qui changent. Tout à fait. Voilà, donc pour moi, la transition s'est faite assez naturellement. Et aujourd'hui, quel est selon toi le plus grand challenge que tu rencontres avec les personnes, les gens que tu accompagnes quand quelqu'un vient dans l'académie de conférences, quels sont les challenges que les gens rencontrent? Déjà, au niveau de l'Académie des conférenciers, j'ai fait le distinguo pour leur faire intégrer que je ne suis pas en train de former des coachs. Oui, bien sûr, c'est pas Voilà, la même chose. Je C'est leur les gens, dis hein. clairement que voilà, vous êtes en train de recevoir ce qui va vous permettre d'être des voix Bien sûr. pour inspirer d'autres personnes. Bien sûr. Si vous voulez faire le coaching, vous allez voir C'est un autre parcours. un autre parcours. Bien sûr. Et l'un des défis, que ce soit avec ceux que j'accompagne sur le coaching ou sur l'académie, c'est pour la plupart des adultes, être clair sur ce qu'on veut faire. Savoir clairement ce qu'on veut. Parce que quand quelqu'un vient et que cette personne-là a un peu de mal à clarifier ce qu'elle veut, il y a à la fois la perte de temps, il y a aussi le fait de tourner en rond. C'est vraiment quelque chose de difficile. Et c'est là-dessus qu'on travaille pour la plupart d'entre eux. Puisque quand quelqu'un a clarifié ses intentions, son désir, ses attentes, ses objectifs, le chemin se trace. Alors, comment est-ce que tu les aides à clarifier ce qu'ils veulent? Aujourd'hui, on a des auditeurs, on a des téléspectateurs, et souvent, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Comment est-ce que tu peux nous aider aujourd'hui à clarifier les choses pour les gens qui nous écoutent? Déjà, avant d'y revenir, j'observe que ce qui, en général, amène les gens à un point de leur vie où ils ont l'impression de ne plus savoir ce qu'ils veulent, c'est soit qu'ils ont vécu des choses douloureuses qu'ils portent encore. Ils restent encore dans ces expériences douloureuses, ces expériences qui ne sont pas agréables et ils continuent de les ressasser. Deuxième chose, il y a la peur. Parce que si j'ai vécu une chose qui fait mal, si je pense à me projeter, je me dis, je peux revivre ça encore, donc c'est pas la peine. C'est mieux de rester là. Et à force de rester à un endroit, c'est un peu comme quelqu'un qui marche dans le désert, qui a finalement perdu la direction, qui a perdu le nord. Il ne sait plus exactement où il va à force de tourner là, sur place. Et quand ça arrive, en général, ce que j'essaie de faire, c'est de les amener à se remémorer un moment de leur vie où ils avaient la certitude de là où ils allaient. D'accord. Et quand ils mettent le doigt dessus, ça leur permet de faire ressortir l'instant ou le moment à partir duquel ils ont eu la sensation d'être perdus. En général, on tombe sur un événement, on tombe sur un fait, une circonstance qui a créé un choc. Et quand ça se produit, quand on a mis le doigt dessus et qu'on fait la paix avec cet événement, c'est-à-dire on clôt ce traumatisme-là, on règle ça, la personne se retrouve et dit, ouais, ça, je n'avais pas réglé en fait. Je n'avais pas encore réglé cette histoire. Elle était encore traînante, lancinante dans ma mémoire. Je me perdais dedans, j'étais encore accroché à ça. Alors qu'il faut laisser ça regarder devant. Donc, quand la personne fait ce pas, en général, les choses deviennent un peu plus simples. D'accord, donc je récapitule ce que tu dis. En fait, il y a ce qui empêche les personnes souvent de pouvoir clarifier leur chemin, c'est vraiment les traumas du passé, des événements, des choses qu'elles ont vécues qui les freinent en fait, qui agissent comme des ancrages. des ancrages C'est ça. qui les empêchent d'avancer et de pouvoir voir clair. C'est bien ça. Et puis il y a la peur. La peur, en effet, qui les empêche. Donc, et aussi, ils sont dans un désert. Tu utilises la métaphore du désert, j'aime beaucoup. Et dans le désert, tu sais pas où tu vas jusqu'à ce que tu tombes sur une oasis. Ouais, une oasis, je sais pas comment dire en français. Une oasis par hasard. Et à ce moment-là, tu peux t'abreuver, c'est un peu ça. Donc la méthode, c'est
pendant que je suis en train de tourner en rond, je me rappelle de la période où je buvais à ma soif, où j'étais quelque part. Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça où je me suis senti vraiment sûr de moi? Parce qu'en général, il y a une cassure. Pour ceux que j'ai pu remplir, c'est ce que je crois, il y a une cassure. Au départ, les gens s'habillent. Et puis, il y a un événement qui arrive. Quel est cet événement? Qu'est-ce que ça a causé? Est-ce que j'ai clos cet événement, ce chapitre-là? Est-ce que j'en ai tiré les leçons? J'ai donné un sens? J'ai mis une signification dessus qui peut me permettre d'avancer? Ou bien je suis resté dedans avec ce que ça a causé? Je suis resté à vouloir me faire du mal sans m'en rendre compte, à chercher à accuser, à en vouloir, tout ça. Et ça retient. Ça voile le parcours pour la suite. Sinon, moi, une chose que je crois, c'est qu'on est toujours accompagné. Ici, on est toujours accompagné, on ne marche pas seul dans cette vie. Bien sûr. Le chemin est toujours, peut être lumineux parce qu'on n'est pas seul. Maintenant, si un moment on perd le contact avec ces entités qui sont faites pour nous aider, on perd le contact avec cette lumière intérieure-là, il y a la possibilité de reconnecter avec. Il y a la possibilité de reconnecter en se souvenant de qui on a été, de ce qui nous est arrivé. Et quand on reconnecte à cela, voilà, la vie souffre. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis. Je reçois souvent des gens qui me disent, oui, moi j'étais quelqu'un de super motivé, et puis là, depuis un moment, des fois les gens ne se souviennent même pas pourquoi ils sont plus motivés. Ne se souviennent même pas, je sais pas ce qui s'est passé dans ma vie, et tout d'un coup, et même moi ça m'est arrivé, hein, en tant que personne, on est des humains, hein, c'est pas parce qu'on accompagne les autres qu'on est des surhumains. Il y a des moments où tu es juste perdu, tu te dis, bon, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à y aller, quoi. Et c'est vrai que je me dis, waouh, j'ai quand même fait ça dans ma vie, et si j'ai été capable de faire ça, c'est que je peux faire ça. Et pourquoi est-ce que je vais laisser cet événement ou cette personne ou cette parole ou me, euh, me, me baisser ou m'arrêter dans mon élan? Donc on est tous des humains. Parce que j'aime bien toujours rappeler que c'est pas parce que quelqu'un est accompagnant qu'il n'est pas humain et qu'il ne vit pas des choses. Nous vivons aussi des challenges de la même façon que tout le monde. On est juste des humains. Et on essaie, quand on est face aux personnes qu'on accompagne, bon, de faire abstraction de nous, mais nous avons aussi nos réalités. Moi, j'ai une conversation que j'ai eue un jour avec Vincent Casio, qui... L'homme multitâche. Eh Vincent, j'étais... moi je s'occupe magie, hein. Tu t'as même pas parlé. Vincent, mon frère. J'étais dans une situation comme ça, un peu perdu, et puis je dis, bon, je veux parler avec lui. Et il m'a rappelé une notion toute simple. Il dit, si tu es à cette phase où tu as l'impression de ne pas voir les choses aller comme tu avais l'impression que ça allait par le passé, c'est qu'il y a quelque chose qui a bougé dans tes fondamentaux. Absolument, dans tes valeurs, pour tes fondamentaux. Il y a des choses fondamentales que tu faisais et qui te permettaient d'être dans un certain état et qui t'incitaient à produire certains résultats. Si tu n'as pas identifié ça et que tu abandonnes pour une raison ou pour une autre, c'est normal que tu changes de route. Parce que l'être humain est comme ça, c'est un être d'habitude. Ta seule constante, c'est le changement. C'est vrai. En même temps, il y a des choses qu'on sait qu'on fait qui nous aident. Bien sûr, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. Donc il faut déjà reconnaître ça. Et puis revenir en toute simplicité à ces fondamentaux-là. C'est un peu comme les arts martiaux, ceux qui ont fait les arts martiaux. Au départ, on vous fait faire des mouvements basiques et répétitifs, ça devient énervant. Mais ça fait partie de l'apprentissage. Pour tous les apprentissages d'ailleurs. Et donc c'est pareil pour nous. Peu importe le niveau auquel on s'élève, on a toujours des fondamentaux, on a toujours des choses et il ne faut pas les perdre de vue. Chaque fois qu'on se sent un peu perdu, revenir à nos fondamentaux, ça nous reconnecte, ça nous remet d'aplomb. Je suis d'accord avec les fondamentaux, mais il y a aussi, moi je crois profondément qu'il y a aussi se rappeler quelles sont tes valeurs. Ça peut faire partie des éléments fondamentaux. Des éléments fondamentaux, parce que souvent tes valeurs peuvent bouger et tu n'es plus connecté à certaines valeurs. Et je pense que souvent le fait que les gens n'identifient pas clairement leurs valeurs, quelles sont leurs nouvelles valeurs, c'est ça. C'est la même chose en fait. Voilà, il y a une évolution, on change et tant qu'on ne se reconnecte pas à ces nouvelles valeurs, on ne peut pas avancer. Donc on ne clarifie pas. On clarifie pas. Pour nous-mêmes, à ce stade de ma vie, voici ce autour de quoi je veux organiser ma vie. Exactement. Voici ce autour de quoi, voici ce qui doit faire, ce qui va être mes priorités à ce stade de ma vie. Effectivement, c'était une chose importante à préciser. Conversation échiquée. Ouais. J'aime.
Alors, toi, fondamentalement, quelles sont tes valeurs? Voilà, quand on parle de fondamentaux, merci Vincent, tu as vu, tu es arrivé dans la fête ici. Quelles sont tes valeurs? La spiritualité, La spiritualité, la liberté, la liberté, la discipline. la discipline. Comment est-ce que tu les incarnes? Je les incarne déjà dans ma manière de vivre, Mhm. dans le temps que j'alloue pour nourrir. Il y a ce que je considère, je n'ai pas mentionné la famille, mais la famille fait partie. Il y a, il y a ce que je considère comme étant la théorie des paniers pour moi. Pour moi, chaque jour, je dois m'évertuer à remplir un peu de chaque panier. I love it. Et le panier de la spiritualité, je m'évertue à le remplir par les pratiques qui m'aident à me sentir aligné. Le panier de la famille, je m'évertue à le remplir quand je passe du temps avec mes enfants, avec mon épouse. Bien sûr. Coucou à ma belle-sœur, Smaya Boukognon, très sympa. Et pareil pour le panier de la constance, pour le panier de la liberté, franchement, c'est comme ça. Je définis quels sont les paniers là que je dois remplir, les paniers de l'utilité aux autres, de la créativité, de la production. Et donc, par exemple, là, je disais que j'étais dans un challenge de production. Oui, 2000 vidéos Oui. sur TikTok. Ça fait D'ailleurs, ton partie TikTok est très intéressant. Je vous invite à suivre son TikTok. Merci. Je sais pas comme toi, tu n'invites que pour les TikTok des hommes. Moi, j'invite tout le monde. Suivez le TikTok de la bouffe. Non, je vais venir là-dessus. C'est ça que je te guette. Les hommes se soutiennent entre eux, mais nous, les femmes, on doit se soutenir parce que c'est là. C'est ça. Soutenez-vous. Non, je soutiens. Soutenons-nous. Je taquine. Vas-y. Donc, voilà. Par exemple, ça m'aide à incarner ma valeur de discipline. Oui, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que ce matin, j'étais en train de réfléchir. Et j'étais en train de réfléchir j'aime bien, bon, bien sûr, on se challenge toujours. Je parle souvent de motivation, j'ai des formations, des leviers de motivation pour les corporates en B2B et tout. Et je me rends compte que finalement, c'est pas le plus important, c'est pas la motivation toujours. La motivation impulse, mais le plus important, c'est quand même la discipline. Tu vois? La discipline et la constance. Et toi, aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé ce que tu dis. Comment est-ce que tu penses que dans l'époque dans laquelle nous sommes, les personnes peuvent se développer, améliorer leur performance? Quels sont les leviers sur lesquels les personnes doivent s'appuyer, selon toi? Pour améliorer Leur performance professionnelle, s'élever, se développer. Et parce que quand on se développe soi, ça doit avoir un impact sur son travail, sur ses performances professionnelles, sur ses performances entrepreneuriales. Pour moi, le point de départ, c'est de clarifier toujours ce qu'on veut. Très bien. Notre Le point destination. 1. Je vais où? Où je vais. J'appelle ça ton DFA, c'est-à-dire ce que tu veux devenir, ce que tu veux faire, ce que tu veux avoir. Bien entendu, ce que tu veux devenir, qu'est-ce que tu veux devenir? Le F, qu'est-ce que tu veux faire? Et le A, qu'est-ce que tu veux avoir? Le DFA de Dr. Goupil. Donc, une fois que ça c'est clair, deuxième chose, de quoi j'ai besoin? D'accord. J'ai besoin de quoi pour l'incarner? J'ai besoin de quoi pour les... Troisième élément, de qui j'ai besoin? D'accord. Et quand je parle de qui, parce qu'on sait que les personnes qu'on côtoie ont une influence d'une façon ou d'une autre. Il y a un passage dans la Bible qui dit que ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et il y a un autre passage qui dit également que qui fréquente les sages devient sage. Donc, les gens qu'on côtoie ont une influence sur nous. Si je dis je suis Naboufal, je regarde Naboufal, elle a quelque chose que je veux, à force de l'observer, à force de la regarder dans le détail et de me mettre dans sa peau, je vais prendre ce qui est bon à elle. Je vais prendre quelque chose d'elle. Donc, j'ai dit, première chose, où tu vas. Deuxième chose, tu as besoin de quoi. Troisième chose, tu as besoin de qui. Et puis maintenant, quels sont les petits changements quotidiens que je peux opérer. J'insiste sur le thème petits changements quotidiens. Parce que la plupart du temps, on aime surestimer nos capacités. Souvent, je vois des gens, par exemple, qui n'épargnent pas du tout et qui voient une vidéo sur la notion d'épargne et puis qui se disent, ah, vraiment, Allons-y. à partir d'aujourd'hui, je vais épargner 200 000 francs par mois. Tu n'épargnes pas avant. Tu ne restes pas doucement. Et puis 200 000 francs, tu vas les trouver où? Ils viennent d'où? Parce que par rapport à tes revenus, est-ce que c'est cohérent? Oui. Donc, commence doucement. Commence le plus petit changement que tu peux opérer. Parce qu'on a les aides d'habitude. On va se dire, oui, non, j'ai perdu tout le temps, je vais changer rapidement maintenant, c'est faux.
tu vas pas changer rapidement maintenant. Tu vas changer tout doucement. Il est mieux de faire ce petit pas qui n'est pas grand-chose, qui est assez confortable et qui, à la longue, avec l'effet cumulé, va devenir un changement spectaculaire, une performance notable, plutôt que de se promettre qu'on va faire des choses extraordinaires et puis finalement on ne fait rien, on se frustre soi-même, on est déçu de nous, ça joue sur notre estime. Merci beaucoup, c'est très inspirant et très... Merci, je pense que vous avez retenu ce que le docteur a dit. Je t'appelle docteur, je dis. Mon frère Serge a dit, c'est vraiment important de quoi vous avez besoin et de qui et comment vous allez l'incarner par des petites actions quotidiennes. Et moi, je crois aux petites actions quotidiennes. Quelqu'un qui veut maigrir, par exemple, qu'est-ce que tu vas lui dire? Ah ben, de savoir ce que ceux qui préconisent, ceux qui font l'accompagnement sur... On sait tous ce qu'il faut faire. Supprimer le sucre. Manger, Diminuer les portions. J'ai le challenge, manger un peu maigri, mais je ne pas que j'ai maigri. Donc, déjà de définir ton objectif. Félicitez-moi un peu. Ah, félicitations. Un peu. Parce que justement, c'est des petites actions. Oui, Je ne vais pas manger de sucre, je ne mange pas de sucre raffiné, de sucre blanc. Il y a beaucoup de choses que je mange plus de légumes, mieux. Donc, je me rends compte que les petites actions quotidiennes sur le long terme, juste pas grand-chose. Ça Ça n'a n'a pas pas- besoin d'être drastique. non. Parce que Avant, je faisais les drastiques et ça ne marche pas, en fait. souvent, le cerveau humain même est un peu réticent à te donner l'énergie qu'il faut à faire, ce qui va le mettre dans l'inconfort. Le psychiatre a parlé. Ouais, mais ça ne marche pas. Quand on veut aider quelqu'un, puis on lui dit, bon, pas aujourd'hui, coupe ça, coupe ci. Tu vois que c'est un syndrome de manque. Alors, moi, je sais que tu accompagnes les gens. D'ailleurs, j'ai même eu à te solliciter pour accompagner certaines personnes, certains de mes clients. Et j'espère qu'on va le continuer. On va continuer. On a encore dit. Je trouve que, pour moi, j'aime la collaboration et je voudrais vraiment développer ça. Pour moi, 2026, ça va être une année de collaboration. Et il y a cet aspect que tu dégages. Tu es aussi quelqu'un qui a confiance en lui, tu es quelqu'un de brillant intellectuellement, qui accomplit quand même de belles choses, machallah, par la grâce de Dieu, enfin, professionnel. Et tu as parlé de la peur. La peur, c'est souvent fuel, ce qui allume le manque de confiance en soi. Ouais. Alors aujourd'hui, le manque de confiance en soi, c'est le challenge universel. Comment est-ce que des personnes peuvent améliorer leur manque de confiance en soi? Tu as écrit un livre dessus que j'ai d'ailleurs, que tu m'as dédicacé, que j'ai parcouru. Qu'est-ce que tu peux partager avec nous? C'est dommage, tu n'en as pas amené. J'aurais bien aimé le rencontrer aussi. Ah, alors, tu sais, plus on est dans une notion, plus on creuse sur un sujet, on finit par découvrir des choses. Et là, pour les personnes qui sont abonnées à ton podcast, je vais partager une chose à laquelle je suis arrivé ces derniers temps en rapport avec la confiance en soi. En général, on fait confiance à une personne lorsque on le connaît. Et je me suis rendu compte que le niveau de confiance qu'on a en nous-mêmes, ça explose lorsqu'on découvre le soi. Absolument. Lorsqu'on a découvert le soi qu'on est, à cette façade-là, pas ce personnage qu'on s'est créé, non. Je parle de ce qu'on est dedans. Ce qu'on est dedans qu'on ne peut pas nommer. Ce qu'on est dedans, ce qui est à l'image de Dieu. Lorsqu'on a découvert à l'intérieur, on trouve qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Alors j'aimerais que tu développes un petit peu. Le soi, ce qui est à l'image de Dieu, qu'est-ce que tu veux dire par là? Dans certains courants religieux, on dit que l'homme est créé à l'image de Dieu. Absolument. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui est créé à l'image de Dieu? Est-ce que c'est mon nez qui ressent? Souvent, quand je fais mes conférences, je dis aux gens, vous me voyez? Vous voyez mon visage. Mais en réalité, ce qui anime ce visage, ce qui anime ce corps-là, vous ne l'avez jamais vu. Parce que si je meurs aujourd'hui, mon corps sera couché, puis on va dire il est parti. Qu'est-ce qui est parti? C'est ce qui anime ce corps. Donc, la chose qui anime, qui fait que je suis là, la conscience qui observe, lorsque je prends conscience du fait que je ne suis pas ce personnage que je me suis créé, je ne suis pas ce que je veux qu'on pense de moi, je suis au-delà de ce qu'on peut penser ou de ce que j'essaie d'accomplir, et que je touche cette présence-là, je me dis, mais attends, qu'est-ce que je crains? Parce que c'est là-bas qu'il n'y a plus de peur. Et le moyen
l'un des chemins, en tout cas, qui permet d'y arriver, c'est d'apprendre à méditer. La méditation. Ça. Très bien. Alors, comment est-ce qu'on peut faire une bonne méditation? Est-ce que tu peux nous donner des... Je ne dirais pas qu'il y a une bonne ou une Oui, mauvaise mais méditation, mais juste toi, comment tu fais voilà. et tout simplement. Pour moi, c'est ce qui est. J'ai conçu un processus en quelques étapes. Et donc, que j'apprends parfois quand j'ai des patients qui sont anxieux, je partage des choses qui les aident. C'est dans un premier temps revenir à l'observation. L'observation de quoi? L'observation de sa respiration. Pour moi, c'est une première étape qui permet d'apaiser les rouages de l'esprit, qui permet de tranquilliser et calmer. Je ne dis même pas de chercher à contrôler sa respiration. Je dis juste d'observer. Et de la ressentir, savoir son rythme normal de respiration, n'est-ce pas? Oui, parce que c'est un peu comme si, dès qu'on observe, ça se calme. Dès qu'on observe, ça se calme. Cette première chose-là, elle est à faire et à répéter avec constance, avec régularité, même à petite dose, même 5 minutes, 2 minutes, juste observer. Tu vois là où l'air qu'on inspire, qu'on expire, quand ça rentre, c'est bien. Quand ça sort, si ça ne revient pas, c'est terminé. Donc c'est un peu comme si ce souffle-là est la connexion entre ce que je suis et puis le corps qui se déplace. Donc l'observer, c'est faire une petite reconnexion. Deuxième niveau d'observation, c'est un exercice que je donne à tous ceux qui nous suivent. Demandez-vous, quelle est la prochaine pensée que je vais avoir? Essaie de capturer ta prochaine pensée. Du coup, ça coupe un peu le flot incessant. C'est comme si je suis désormais en alerte. Je suis en train de regarder, je ne suis plus en train de me perdre dans la pensée. Et ça permet de prendre conscience du fait que je ne suis pas ce que je pense. Alors concrètement, quand tu dis la prochaine pensée que je vais avoir, pratiquement, comment est-ce que je... Qu'est-ce que tu veux dire? Juste là, je te demander, quelle est la prochaine pensée que je vais avoir? Juste ça. Mais sans se répondre, Sans réponse. Observe simplement. Observer tout simplement. Quelle est la prochaine pensée la prochaine chose à laquelle je vais penser, ce sera quoi? La conversation est chic. Ça te met dans une sorte d'attente et tu réalises que, ah, attends, mais donc ça peut s'arrêter. Ce flot de pensée, ça peut s'arrêter. Et ça te repositionne dans la posture de l'observateur, de l'observatrice, de ton expérience. Parce que dans le fond, c'est ce qu'on est. Ça me rappelle un peu la PNL. Tu te demandes à distance et puis tu t'observes. Tu t'observes. Donc, en observant, tu peux te rendre compte que tu n'es pas ce que tu penses. Tu n'es même pas ce que tu ressens. Parce que parfois, on se perd dedans. Entre nos pensées, notre ressenti, on le confond avec notre personnalité. On le confond avec ce qu'on est. Notre être, notre soi. Voilà. Alors ce n'est pas notre soi. Alors que c'est pas. Voilà pourquoi je recommande ça. Parce que quand quelqu'un commence à le faire et réalise que oui, je peux penser à des choses, je peux ressentir des choses, y compris la peur, et je ne suis pas la peur. C'est là que vient conversation. Le véritable pouvoir de l'homme. En fait, il reconnaît avec ce qu'il est. Et ça, c'est sans limite. Tout ça, sans limite. Sinon, on peut donner des astuces. Oui, faites ci, faites ça. C'est bien, ça marche aussi. Oui, mais ça, j'aime. Et donc, c'est ça là. Quand on touche ça. Connecter avec sa respiration. Penser à se poser la question, quelle sera ma prochaine pensée? Ça nous remet dans la position de l'observateur. Et se observer et dissocier son ressenti. Ses pensées de son soi, de son être, de la personne que l'on est. C'est ça. Donc, je ne suis pas la peur, je ne suis pas le manque de confiance en moi, je ne suis pas ma timidité. Je ne suis pas la timidité, je ne suis pas l'insécurité, je ne suis pas la culpabilité, je ne suis pas la honte, je ne suis pas la peur, je ne suis même pas le jugement, je suis rien de tout ça. Ces choses-là peuvent venir, je peux en prendre conscience, je peux prendre conscience que je suis peut-être, peut-être que Nabou va me juger, peut-être que les gens qui regardent ils vont se dire, mais ce gars-là, il ne sait même pas de quoi il parle. Tout ça, ça peut venir. C'est leur problème. Et puis, justement. Tu sais que nous, là, on a géré ça, c'est leur problème. Tout ça, ça peut venir. Et je réalise que d'abord, je ne suis pas ça. Et quand je sais que je ne suis pas ça, à ça, je peux répondre. S'il pense ce qu'il veut, ça reste dans notre tête. Je suis responsable de ce qui se passe dans la tête. Très bien. Donc, il y a la responsabilité de ses pensées et la responsabilité de son soi. Et cette responsabilité-là, on ne s'en rend pas compte ou on ne l'assume pas pleinement aussi longtemps qu'on se confond avec ce qu'on pense. Aussi longtemps qu'on... Parce que tu as dû rencontrer des gens comme ça. Non, mais je ne sais même pas pourquoi. Chaque fois que je dois entreprendre quelque chose, je me dis que ça ne va pas marcher, que ça me fait... Je ne vois que ça. Tu me dis, je ne vois que des personnes
qui sont déjà dans l'échec avant d'avoir commencé quelque chose. Et c'est humain, tu me diras. Bon, moi, je leur pose souvent la question de savoir, quand tu dis, je me dis que ça va pas marcher, qui se dit ça? Qui se dit ça à ta place? Mais il y a une voix dans toi qui parle. Tais-toi. C'est toi qui te dis. C'est ça. Et si c'est toi qui te dis, c'est toi qui vas aller te dire. Tout à fait. Tu es responsable. Tu es responsable. Prendre responsable la responsabilité de ses peurs. Et rien ni personne ne peut changer à ta place ce que tu te dis à toi-même. Donc, quand tu prends conscience du fait, mais attends, c'est moi, je me disais ça. Qu'est-ce qui m'oblige à me dire la même chose continuellement? Je ne suis pas obligé de me dire ça. Donc, je peux arrêter de dire, ah, ça va marcher, et puis me dire, ça va très bien se passer. je crois qu'il y a la femme de Roosevelt qui a une citation comme ça qui dit personne ne peut te manquer de respect sans ta permission. C'est ça en fait. Ouais. Sans ta permission, c'est toi qui donnes la permission. À partir du moment où tu le nourris, tu nourris aussi les autres de ces pensées négatives à ton égard. Enfin, en général, on te fait ce que tu te fais à toi-même. C'est un peu comme si tu envoies un message sans te rendre compte d'un message subtil. Parce que je sais aujourd'hui que tout est énergie, tout est vibration, tout est fréquence. Donc, la vie te renvoie l'énergie dans laquelle tu es, la fréquence que tu es déjà en train de naître. Aussi, tu as tendance à toi-même de rabaisser, te sous-estimer. Tu vas provoquer des gens, tu vas appeler des gens, venir confirmer que ce que tu fais, c'est ce qu'on va te faire. Alors, tu m'amènes à poser une question. Ce que tu viens de dire me parle et ça. Il y a des gens qui sont souvent dans des schémas relationnels, que ce soit dans leur vie privée ou dans leur vie professionnelle. Par exemple, à partir du moment où certaines personnes sont à un poste, ils disent oui, c'est toujours moi qu'on maltraite. C'est toujours moi, on me parle mal. Penses-tu que ces personnes qui, dans quelle que soit l'entreprise dans laquelle ils vont, c'est le même type de schéma qui se reproduit? Finalement, comment est-ce qu'ils doivent faire une... C'est pas des souffres-douleurs nationaux, mais ça devient des souffres-douleurs, ou alors des hommes ou des femmes qui se retrouvent dans des schémas relationnels, toujours dans des relations avec le même genre de personnes. Parce que peut-être qu'ils envoient quelque chose. Comment tu l'expliques avec ce que tu viens de me dire? Comment est-ce qu'on peut le couper aussi? Alors, déjà, c'est de prendre conscience de ce que je suis en train de dire et de raconter, de répéter aux gens. Par exemple, si ces personnes-là viennent à toi, tu verras que tu n'es pas la première personne à qui elles expliquent leurs problèmes. Et puis, elles sont passées, elles ont parlé à tel, à tel. À un moment, il faut leur faire entendre ce qu'elles disent. Parce que si je suis constamment en train de dire, ah, toujours ça, moi, on fait ça, toujours ça, moi, on fait ci, les gens ne sont pas comme ça avec moi, les gens même ne me considèrent pas, etc. Ce sont des choses que je raconte et que je me raconte. Et si je continue de me raconter les mêmes choses, ça entretient le narratif. Donc, l'histoire que je me raconte est celle que je vais continuer à vivre. D'accord. Très bien. Donc, vous avez entendu. L'histoire que vous vous racontez, c'est celle que vous allez continuer à vivre. Et donc, c'est d'arrêter ça, d'arrêter de se raconter cette histoire et de se réorienter sur ce que j'ai envie de vivre. Il faut cesser d'utiliser sa bouche pour parler à tort et à travers de tout ce qu'on vit qui ne nous plaît pas. Il faut commencer à l'utiliser pour parler et pour se parler de ce qu'on a envie de vivre en lieu et place de ce qu'on vit qui n'est pas confortable, qui n'est pas agréable. Donc, premier changement à opérer, la façon dont je me parle et la façon dont je parle de ma vie. Deuxième niveau de changement, mais c'est de commencer à s'accorder à soi-même le respect qu'on veut que les autres nous accordent. À soi-même. Se respecter, s'accorder le respect. S'accorder soi-même. Parce que quand, par exemple, je me fais une promesse que je ne tiens pas, je me dis, ah, je vais commencer à faire telle chose. Et puis je ne fais pas, je suis en train de créer les conditions d'un manque de considération vis-à-vis de moi-même. Tout à fait. Et le niveau de respect, ça commence par tenir les engagements que je prends vis-à-vis de moi. Tout à fait. Les engagements que je prends en silence. C'est comme ça que ça commence. Quand je dois sortir, la façon dont je m'habille, la façon dont je prends soin de mon apparence, c'est une marque de considération vis-à-vis de moi-même d'abord. Tout à fait. Tu le fais pour toi, pour bien moi. sûr. Pour moi. Donc, si je me suis maquillé pour la caméra. Supposons que j'ai un enfant, le soin que je vais lui accorder. Commence à t'accorder toi-même ce soin-là. Regarde comment je vais me traiter, cette version de moi que je suis en train de livrer au monde là. Comment je vais la traiter, comment je vais lui parler, comment je vais la regarder, comment je vais la considérer. Et ce cheminement va amener à de petites touches, à de petits ajustements. C'est ces petits ajustements-là qui vont faire qu'on change ce qu'on renvoie aux gens. On change ce qu'on renvoie aux gens. Si on change ce qu'on renvoie aux gens, ils vont nous renvoyer, ça va changer.
Merci beaucoup. Ça, c'est très, très pertinent. Donc, dans un cadre professionnel ou même personnel, la façon, comme on dit à Abidjan, comme tu te vends, c'est comme ça on t'achète. C'est ça. Il y a un adage même que j'aime bien. On dit si ton propre vêtement, tu le prends avec le bout des doigts, c'est avec un bâton que les autres vont le soulever. Waouh, je connaissais pas du tout. C'est très puissant. Quand toi-même tu prends ton vêtement comme ça, Ouais. les autres vont prendre avec le bâton parce qu'ils vont se dire, Voilà. il y a quelque chose. Mm. Ok, très très intéressant. Alors, je voudrais revenir sur un point euh, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Le soir, qu'est-ce qu'il y a dans le soir? Mm. Ah, Est-ce que tu mets dedans de façon en deux ou trois choses que tu mettrais dans le soir? même pas deux ou trois choses. Merci, même si c'est 10, Je dirais, je dirais que c'est la tranquillité. la tranquillité. Comment est-ce que tu mets la tranquillité dans une échelle par rapport à la sérénité et la paix? Parce que ce sont trois termes qui sont proches mais qui sont différents. Pour moi, c'est un peu comme la constance. Bon, je vais prendre trois thèmes pour expliquer. On parle souvent de plaisir, qu'on parle de joie, qu'on parle de bonheur. Tout à fait. Le plaisir, il est sensoriel, il est éphémère. La joie, un peu plus profonde. La joie peut être elle est déclenchée généralement lorsque ce qu'on veut nous arrive, ou ce qu'on attend, ou qu'on n'attendait pas, mais qui est heureuse, se produit, explose de joie. Généralement, l'excès de plaisir épuise. L'excès de plaisir peut devenir très addictif et puis ça nous fatigue. L'excès de joie, quand quelqu'un est dans un excès de joie, indépendamment des circonstances, tout ça, on finit par l'envoyer chez nous. Parce qu'il est en train de faire l'accès maniaque, quoi. C'est pour voir. Chez vous, en En psychiatrie. psychiatrie, généralement, quand les gens sont dans l'accès maniaque, il y a une exaltation de l'humeur débordante. Ouais, m'amener là-bas. Avec nous, parce que je suis en joie, là. Et par contre, on ne fait jamais un excès de bonheur. C'est un peu comme si c'est cette eau tranquille qui, indépendamment des événements ou des mœurs, c'est pareil avec ce que je dis quand je parle de la tranquillité qu'on trouve dans le soir. Cette tranquillité qui peut être arrimée, oui, à la paix, à la sérénité. En fait, c'est un peu comme si on retrouve cet espace où on n'a rien à craindre, où on n'a absolument rien à craindre, peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui va se passer. On te découle. Oh, j'adore. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, j'accepte le décret divin, Tout entre va bien. guillemets, mais ça va. Parce que je suis toujours là. Je suis là. Je suis là. C'est la présence tranquille. Souvent, on se dit que la pire des choses qui puisse arriver à quelqu'un, ah ouais, c'est que tu meurs. J'étais quelque part un jour dans un groupe de gens qui avaient vécu une situation difficile. Et puis, je leur disais, mais les gars avaient peur que la situation se reproduise. Ça, je dis, si ce que vous craignez arrive, la pire des choses qui puisse se produire, c'est quoi? Il a dit, oui, c'est que je meurs. Tu dis, tu crois en Dieu, non? Donc, si tu meurs, tu vas chez lui. Chez lui, c'est tranquille. Donc, d'une manière ou d'une autre, tout va bien. Et c'est justement se départir de cette peur que, ah, il y a quelque chose de grave qui va m'arriver. Et puis là, je pourrais m'en sortir. Tu vas t'en sortir toujours. Que ce soit par le haut, ou par le bas, tu vas t'en sortir. Quelle que soit la situation. Tu vas t'en sortir. Tout va bien se passer. Puisque, d'abord, ce qu'on est ne va jamais s'éteindre. Tout à fait. Ce qui est la preuve, il y a ce qu'on appelle le legacy, l'héritage. Même quand tu pars, tu laisses quelque chose. Tu laisses des souvenirs, tu laisses des enfants, des fois. C'est cela. Mais je veux dire, la conscience humaine même ne s'arrête pas. Tout à fait, elle est continue. La conscience humaine ne s'arrête pas. Donc, oui, tu dis, ton expérience ici va s'arrêter. Ça peut être un peu compliqué. Mais ce que tu es dedans, là, ça va continuer. Et en Afrique, on voit souvent ce genre de phénomène. Par exemple, quand on va aux obsèques, il y a des choses qui se produisent. Puis on dit, ah, le défunt est rentré dans telle personne et puis il a commencé à dire des choses. Ça montre que la conscience humaine ne s'arrête pas. Oui, c'est une réalité, ce sont des choses qui arrivent. C'est des choses que l'on a vécues. Moi, j'ai déjà vu ça. Hum. Et c'est des choses qui existent pour ceux qui sont sceptiques, mais c'est des choses Et qui moi, je existent. pense que ça doit faire l'objet d'études même, de la part de peut-être des anthropologues, Mais il y a des études. des anthropologues africains qui devraient faire. Et je parlais avec j'étais en formation ce week-end avec ma formatrice. Et
je lui disais qu'il y avait une histoire d'un jeune homme aux États-Unis, un enfant, qui a dit qu'il avait vécu une autre vie avant. Si. Tu as suivi, non? Oui, j'ai vu Ça ça. m'a impressionné. Et qu'au fur et à mesure qu'il grandissait, il a oublié, en fait. Mais il a tellement décrit les Les choses. gens ont retrouvé. Les gens ont retrouvé l'adresse, la maison, tout. Effectivement. C'est incroyable. Si. Et c'est des phénomènes, quand même, qu'il y en a, quoi. Bon, moi, je n'ai pas connaissance d'études encore ici sur notre Non, pays. ici, non, en Afrique. Mais franchement, je me dis que Mais nous, on a des Ouais, choses à ouais. dire. Ah oui, nous, Ah on a oui, énormément. beaucoup. Je pense qu'il doit y en avoir en anthropologie, etc. Et je pense qu'il y a, ou en psychiatrie, en psychologie, des choses comme ça. je Là, me là-bas. renseigne. On va être plein. C'est un de vous là-bas. Nous, on n'a pas fait médecine. Nous, quand ça va pas, on les envoie chez les psys. Et moi, en tant que coach, toi, on voit que tu peux aller plus loin. Donc, c'est important. J'aimerais quand même aussi, une dernière question que je voulais te poser, c'est la ligne, et je dois recevoir une psychologue qui est coach aussi très bientôt, la ligne entre la psychologie, l'accompagnement psychologique et le coach. C'est quoi? Moi, j'ai des fois des gens qui viennent me voir et je leur dis sincèrement, je ne pourrai vous coacher que lorsque vous aurez travaillé avec un psy. Je suis très clair, je ne m'aventure pas dans certaines choses, c'est pas mon rôle. C'est normal parce que tu es bien formé, tu sais ce que Je connais mes limites. Tu connais tes limites. Absolument. Donc, et je vois beaucoup aussi de coachs qui dépassent quand même les limites. Un jour, j'ai vu une vidéo d'un coach qui dit, oh, mais si vous venez la dépression en 9 mois, moi je... Ça, je ne le dirai pas, parce que je sais ce que c'est la dépression, je l'ai vécu, et c'est une maladie, et ça demande un accompagnement psychiatrique, au-delà même de psychologique. Donc, effectivement, ce que tu dis est très juste. Quand tu dis aux gens que, oui, s'ils ne vont pas, après avoir travaillé avec un psy, ils peuvent venir, parce que justement, le psychologue, dans son approche, va aller chercher beaucoup plus loin Dans le passé. dans le passé que ce que le coach fera. Le coach te prend là maintenant et en parcours. En parcours, bien sûr. Quelles sont les ressources que tu as avec lesquelles on peut fonctionner pour t'aider à atteindre l'objectif qui est le tien. Mais le psychologue va s'appuyer sur son expertise, sur les techniques qu'il a apprises, et puis aller vraiment chercher là avec les outils qu'il a. Bien sûr. Donc, pour moi, c'est la ligne de démarcation. L'un est tourné. Certes, il veut t'aider à avancer, mais il va aller chercher très très loin ce qu'il va le faire. Et le coach, il te prend là et t'aide à aller de l'avant. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Chacun. Non, bien sûr. Non, c'est pas, il y a pas, on n'évalue pas, mais chacun connaît ce qu'il sait faire, quoi. C'est ça. Alors, pour toi aujourd'hui, quelles sont professionnellement, toi qui accompagnes aussi des professionnels, les compétences qu'il faut avoir, qui sont importantes à avoir? Les compétences soft skills, hein. Je vais commencer par la confiance en soi. D'accord, ok. Et puis la capacité à communiquer. La communication. La communication. Qu'est-ce que tu mets dans la communication? Savoir dire ce que j'ai à dire. Bien le dire. Le dire de sorte à ce que ce soit compris. Et puis, en fait, ne pas laisser les autres deviner ce que je pense. Ne pas les laisser dans le flou. Ne pas laisser dans le flou. Ouais. Dire clairement ce qu'il y a à dire. Oser le dire. Oser le dire au moment où on doit le dire. C'est souvent les gens sont dans les environnements professionnels, ils ne s'expriment pas. Trop souvent, ou ils ressassent. Voilà. Ils ne disent pas ce qu'ils ont à dire, ou alors ils ont fait des choses, personne ne sait qu'ils ont fait des choses, et puis là on se cache là comme ça. Pas besoin d'en faire personnage, voilà, ils disent, non, quand ils disent ce qu'ils ont fait. Oui, c'est ça. Je Donc, sais. pour moi, il y a donc cette capacité à communiquer, la confiance en soi, la capacité, et dans communiquer, j'ajoute aussi la communication non violente. I like that. C'est Très important. très important. La capacité que vous avez à dire ce qui ne vous plaît pas, mais sans chercher à rabaisser l'autre. Et ça aide à régler beaucoup de... Exprimer son ressenti de façon constructive. Tout à fait. De façon constructive. En CNV, en communication non violente. C'est très important. J'ajouterai la gestion de ses émotions. La gestion de ses émotions. La gestion de ses émotions. Ça, c'est un grand challenge. Confiance en soi, communication Non violente. non violente et gestion de ses émotions. Gestion de ses émotions. Et puis, gestion de son stress. Gestion du stress, très important. Oui, parce que souvent, on dit aux gens être capable de travailler sous pression. Mais est-ce que les gens sont outillés pour gérer cette pression intérieurement? Et puis... Je me suis rendu compte dans une formation que je donnais pour des professionnels que finalement, le module, je ne pensais pas que ça allait être le module préféré, j'étais choqué, c'était la gestion du stress.
c'est le module qu'ils ont préféré dans toute la formation. Pourtant, on a parlé de pas mal de choses. Mais pour eux, la gestion du stress était la base. Mais les gens sont stressés. Et c'est incroyable. Très stressés. Des fois, je me rends pas compte. Et c'est comme, j'ai fait ma dernière vidéo, une vidéo plus récemment, et sur la gestion de son énergie. Cette vidéo, c'est ma vidéo qui a le plus marché. Wow. J'ai pas compris pourquoi. Et je me rends compte parce qu'en fait, on n'a pas d'énergie. Ouais. On en a besoin. Donc, je me rendais pas compte que on avait peut-être 40 000 personnes sur la vidéo. Là, elle est sortie il y a peut-être 2 semaines, je sais pas, je me souviens plus. L'équipe a mis ça. Et l'équipe, peut-être c'est la phrase qu'on a mis. J'ai dit non, c'est le sujet en fait. C'est le thème de l'énergie parce que j'en ai parlé. J'ai expliqué comment. Parce que tout le monde me dit tu as beaucoup d'énergie. J'ai expliqué comment je fais pour préserver mon énergie. Et puis bon, j'ai de l'énergie à la base. Mais comme tu as dit, il y a aussi le soi, il y a aussi les paroles que je me dis, il y a aussi le positif que j'entretiens. Tout ça aussi, ça joue pour l'énergie. Ça nourrit effectivement. Ça nourrit énormément. Et puis aussi, être qu'en présence et sûr de soi et en confiance en soi, ça te donne l'énergie parce que tu ne vois jamais l'autre comme une menace. Au contraire, tu vois l'autre comme une source d'apprentissage. Moi, je concorde là. Comme tu parles, moi j'apprends. Non, c'est comme ça qu'on grandit. On grandit parce qu'on a tous à se partager, à apprendre les uns des autres. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît plus que d'autres. Chacun a son chemin, chacun a sa lane, je sais pas comment, son chemin, son pas. Et son allée, voilà, son allée. Et il y a tellement de choses à apprendre merveilleuses encore. Donc, quel est ton conseil? J'aimerais que tu regardes la caméra. On arrive à la fin de l'entretien, donc j'aimerais te remercier déjà pour tout ce que tu nous as apporté. Merci. Très enrichissant. Non, mais quand on voit des choses, on a envie de partager avec des gens ce que tu partages. Tu partages beaucoup de belles choses. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, cette chaîne, elle est pour nous. Elle n'est pas pour moi, elle est pour les accompagnants, elle est pour les coachs africains, les gens qui sont sur le continent, d'où qu'ils viennent, parce que je pense qu'on a tous des choses à apporter. Et on a besoin aussi d'avoir voix au chapitre pour montrer aussi qu'il y a des gens qui sont dans la profondeur. Et que c'est pas parce que vous nous voyez pas se parler sur TikTok qu'on est là seulement pour parler. Non, on a aussi un parcours, on a une histoire, on a fait des études, voilà. C'était important pour moi. Et c'est tellement bien dit ce que tu dis là, parce que souvent, ceux qui ont des choses à dire, qui ont de bonnes choses à dire, se cachent. Ça me fatigue. Je suis au bout de cache. Alors pourquoi moi, je me suis mis dans ce défi dont je t'ai parlé. D'ailleurs, je te challenge là. Il m'a challengé, je lui ai dit de te challenger publiquement. Je te demande et je t'invite à faire 1000 vidéos sur TikTok dans les 90 prochains jours. D'accord, on commence quand, le 1er octobre? Oui. D'accord, 1er octobre, hein, c'est mieux. Octobre, novembre, décembre, voilà. 1er octobre. Au 1er janvier. C'est ça, octobre, novembre, décembre. D'accord, tu sais que je suis scientifique comme toi et que les scientifiques, nous, on calcule. 1000, ça fait à peu près 333 par mois. Ça fait à peu près 3,3 vidéos par jour. C'est ça? Oui, à peu près. Alors, on va recalculer bien. 30, non. Parce que moi, j'ai fait en moins de jours. Hein, autour de 10. Non, j'ai mal compté. 10 vidéos par jour. 10, 11, je dépense. Je peux? Tu peux faire ça. Mais tu peux plier ça. Je peux plier ça. Oui, quand j'étais tu peux ça là. De longues vidéos. Oui, ça peut être des petites vidéos. Des petites vidéos. Oui. Tu vois, en 10 minutes, tu peux dire 10 choses. Beaucoup, hein. Ah oui, je veux faire une vidéo, des vidéos, des petites capsules. Des petites capsules. En 10 minutes, tu peux faire 10 vidéos d'1 minute. Coach-moi. Voilà. Non, mais c'est comme ça. Hein. D'accord. J'ai décidé de le faire parce que je me dis, on a de bonnes choses à dire. Oui. Et on doit le dire au maximum pour toucher le maximum de gens. Non, moi j'adore. Hein. Merci déjà pour ce partage-là, pour cette générosité, de me dire vas-y. Et puis aussi, merci aussi pour ce que tu partages. Tu as une très belle énergie. Je vois. Tu me le dis souvent. Tu sais que moi, je ne mens pas. Tu me connais. Si je parle, c'est mieux des fois, je ne parle pas. Donc, tu as une belle énergie, généreuse et tout. Bon, et puis tu es charismatique aussi. Hein. Le charisme, c'est le charisme. Excusez-moi. Hein. C'est la chaîne des charismatiques. On n'y peut rien. Donc, je vais essayer et je te prends au mot et je vais voir comment je vais organiser ça. J'aime bien organiser les choses. Très bien, tu peux le faire. Tu vas le faire. Tu vas plier ça rapidement. En tout cas, tu vais te laisser. Je vais aller sur ta chaîne. Aucun problème. Et je vais te nommer sur TikTok. Hein, je te plaît. Alors,
on arrive à la fin. Malheureusement, j'aimerais que ça se termine pas, mais de toute façon, ça peut être la première, c'est pas forcément la dernière C'est fois. ça. Parce que j'aimerais qu'on vienne, peut-être qu'on parle aussi de livres. Mm. Tu as des livres, donc il y en a que j'ai. Peut-être je vais choisir un ou deux, et puis on va parler autour des livres aussi. Ok. Voilà. Et j'aimerais te revoir ici souvent. C'est ta chaîne. Ça va avec Tu plaisir. viens quand tu veux, tu me dis, ah Nabou, j'ai un truc, j'aimerais qu'on en parle. Vraiment, ne te gêne absolument pas. Ouais. Je suis ta grande sœur, donc il n'y a pas de souci, comme tu le sais. Ça va avec plaisir. Donc, quel est ton conseil de fin à notre audience? Ton conseil, comme tu le sens, comme tu le veux, par rapport à ce que tu as envie de partager avec nous. En tout cas, dis-le merci d'abord. Bah, pour terminer, moi, je dirais que j'ai appris avec le temps qu'il ne faut pas forcer dans tout. Quand on fait le travail sur soi, les choses arrivent au bon moment. Et là, par exemple, là, je me retrouve avec Naboufa. Naboufa, c'est un nom qui compte dans notre univers. Là. Non, mais c'est vrai. Naboufa, c'est un nom. C'est un nom qui compte. C'est un nom qui signifie quelque chose dans cet univers-là. Et puis, là, je suis dans un podcast. Dans son Je ne podcast. peux pas me sentir. Hein? Que moi, j'ai plus envie de les aimer. Non, je suis dans ce podcast-là sans avoir à lui demander, ah, il faut le faire passer. Non. Les choses arrivent quand elles doivent arriver. Continue à faire le travail que tu fais surtout. Wow. La personne qui doit te voir va te voir. This is powerful. C'est puissant, hein, ce que tu as dit. Merci beaucoup, Serge. J'en ai été très content. Je suis très contente de t'avoir vu. Merci pour toute cette valeur que tu nous as donnée, ta générosité, ta positivité, ton charisme. C'est très important. Les petites, ne regardez pas, c'est le mari des un job. Et voilà. En plus, c'est un homme droit, avec des principes. Et que ce que j'apprécie chez toi aussi, Merci. c'est vraiment ces principes de vie aussi, c'est important. Je suis concentré. Tu es très concentré et c'est important. Être concentré aussi, c'est important pour la réussite, pour l'avancée. Ouais. Donc, merci à tous ceux qui étaient là. Merci d'avoir suivi cet épisode avec le docteur Serge Loukounian, coach, médecin, docteur en psychiatrie et vraiment écrivain. N'hésitez pas à aller suivre sa page sur TikTok. Il a beaucoup de contenu sur Facebook. C'est une personne très généreuse. Vous savez que j'aime les gens généreux et charismatiques. Donc, si vous venez d'arriver, vous êtes sur la page Naboufal officielle, la page du développement professionnel et personnel, la page qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, parce que vous voyez de la valeur ajoutée, on vous en donne. On aura ici encore plein de personnes charismatiques qui vont se défiler. Et nous avons des vidéos sur beaucoup de sujets sur lesquels vous pouvez vous former gratuitement, parce que nous croyons que le développement de l'humain, des Africains, des personnes, va permettre le développement du continent et votre développement professionnel. Merci beaucoup, à bientôt.